à 80 ans jour pour jour, Paris était libérée de l'occupation nazie. Cette libération, la capitale française la célèbre tout le week-end. Et nous, on va s'intéresser ce soir au destin hors du commun d'une femme résistante, Madeleine Riffaut. Elle avait 20 ans au moment de la libération. Elle a fêté hier ses 100 ans et elle vient d'achever ses mémoires de guerre. Le 3e et dernier tome de la bande dessinée Madeleine Riffaut résistante est sorti hier aux éditions Air Libre. Une BD réalisée avec le dessinateur Dominique Bertel et vous-même, Jean-David Morvan. Bonsoir. Bonsoir, non, je ne suis pas un imposteur, j'ai vraiment travaillé sur cette BD. Mais on n'en doute pas, c'est pour ça qu'on vous invite. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Vous êtes scénariste et c'est vous donc qui avez recueilli cette parole très précieuse de Madeleine Riffaut. Vous étiez d'ailleurs avec elle ce matin. Comment aborde-t-elle d'abord ces 80 ans de la libération? Quel est aujourd'hui son état d'esprit? Je le disais, elle vient de fêter ses 100 ans. Oui, en fait, elle veut pas qu'on lui parle de ses 100 ans, mais en revanche, pour les 80 ans de la libération, elle est très contente parce que ça lui permet de parler de ses amis et puis ça permet de faire un petit focus sur la réalité historique qui, des fois, est un peu oubliée, cette impression que c'est les Américains qui ont libéré Paris, etc. Donc, elle aime bien ces moments de commémoration où les gens apprennent un peu plus ce qui s'est passé parce que le temps passe et on oublie. Et elle est toujours animée par cet esprit de résistance, cette volonté de lutter contre l'oubli? Oui, parce que notre BD, elle s'appelle Madeleine Résistante. C'est évidemment parce qu'elle était dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, mais parce que c'est son trait de caractère principal. Elle est résistante et il n'y a rien à faire. Elle lutte toujours. À chaque fois qu'elle a un souci, elle se bat et donc elle est comme ça. C'est vraiment son caractère. Effectivement, personnalité très combative, on le perçoit dans la bande dessinée. Vous avez recueilli, Jean-David Morvan, des vidéos exclusives de Madeleine Riffaut. On va en regarder un extrait, c'est une interview que vous avez recueillie en 2021. Elle parle justement de cet esprit de résistance et de ses camarades. Dans la compagnie Saint-Just, j'aime autant vous dire, il n'en est pas resté beaucoup. Bon. Et Guy a eu les 2 jambes emportées. Et Guy Max, qui avait survécu quelque temps, m'a raconté, quelques mois plus tard, Guy, on s'est penché sur lui et il a dit « Mais vous en faites une gueule d'enterrement !» Il avait toujours le mot pour rire. Évidemment, il est mort. Ouais. Voilà. Je voudrais qu'on rende hommage à Max, à Guy et à Marcel et à M. Jarreau et à la population du 19e qui a été si prompte à venir autour de nous. Alors Madeleine Riffaut résistante, c'est une bande dessinée en 3 volumes et ce dernier volume, Les nouilles à la tomate, il raconte en fait un épisode très intime de sa vie, le moment où elle a été torturée par les nazis, par les policiers français également, de la brigade spéciale. C'est un moment de sa vie qu'elle a tenu, elle a raconté, où vous avez dû la convaincre de le faire. Mais normalement, elle dit qu'elle n'aime pas parler de ce qu'elle appelle la maison des morts, qui est la rue des Saussets. Qui est le centre de torture de la Gestapo. Donc elle voulait pas tellement en parler, mais nous on trouvait que c'était hyper important de le faire pour montrer un peu la réalité de ce qu'est la torture, l'emprisonnement et la dictature finalement, que ce soit les Allemands ou dans n'importe quel autre pays. Et donc c'était très important de le faire. Elle nous a raconté tout ça. Elle a beaucoup souffert en le racontant parce que Madeleine, quand elle raconte, elle revit. Et en fait, c'est sans doute pour ça que beaucoup de témoins, beaucoup de gens qui ont vécu la guerre ou la déportation n'ont pas parlé parce que c'était revivre tout ça, revoir ses amis mourir, etc. C'est pas marrant. Et donc voilà, elle s'est battue pour me le raconter. Et au bout d'un moment, au bout de quelques mois où on travaillait sur cette bande dessinée, elle m'a dit « Sors-moi de la rue des Saussets ». Ça veut dire qu'elle y était vraiment et il fallait qu'on arrête ces séquences parce que ça devenait trop lourd de travailler là-dessus. Et voilà, bon, alors c'est pas la seule chose sur laquelle on a travaillé avec Madeleine, on a travaillé sur l'ensemble de sa vie, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, je l'ai rencontrée en mai 2017 et j'y passe à peu près 2 jours par semaine. Donc on travaille vraiment beaucoup ensemble. Mais ça, c'est vraiment un passage très fort. Beaucoup ensemble. Et d'ailleurs, les 2 premiers tomes de cette BD ont rencontré un succès auprès on a de la chance. Des lecteurs. Comment est née chez vous cette idée de recueillir cette parole? Pourquoi est-ce que c'était important de recueillir cette parole qui a vocation à disparaître puisqu'elle a, je le disais, 100 ans? Oui. Mais en fait, je travaillais sur une autre bande dessinée qui s'appelle Irena.
qui est l'histoire d'une dame polonaise qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Et j'étais frustré de ne pas pouvoir la rencontrer, simplement parce qu'elle était morte en 2008 et que j'ai commencé cette BD en 2014. Et j'ai vu le 8 mai 2017 Madeleine Riffaut à la télé dans un documentaire. Et je me suis dit, il faut absolument que je la contacte. Donc je l'ai contactée. Bien sûr, elle m'a envoyé bouler au début parce que c'est Madeleine Riffaut et que ça ne peut pas être si simple que ça. Et la deuxième fois que je l'ai appelée, elle m'a dit, OK, tout a changé. Mon copain réalisateur, Georges Amat, a dit que la BD c'était bien et qu'il a regardé votre nom. Il a dit, bon, ça va, c'est pas mal. On peut lui faire confiance. Et voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a un lien de confiance qui s'est établi entre vous et elle. Et je suis allé la voir et tout de suite, ça a cliqué. C'est comme si on était dans le même groupe tout de suite. Donc voilà, je dis souvent d'ailleurs que je ne sais pas ce que j'aurais fait pendant la guerre. Mais par contre, si j'avais rencontré Madeleine, je suis sûr qu'elle m'aurait emmené à la guerre avec elle. Ouais. Peut-être. Quelle est la nature justement des actes de résistance qu'elle mène pendant ces années? Elle est même pas majeure, elle a moins de 21 ans à l'époque. Ouais. En fait, elle explique bien que la résistance, c'est d'abord la contre-propagande allemande, c'est-à-dire faire des prises de parole, distribuer des tracts, écrire sur les murs, dire aux gens ce que vous entendez, c'est pas vrai, on vous ment. Vous n'êtes pas vaincu, on peut se battre, on peut encore gagner. Voilà ce qui se passe en réalité sur les combats en Afrique ou ailleurs. Donc en fait, là-dessus, ça c'était très important. Et puis, il y a eu un moment de basculement, c'est la mort de Manouchian et de l'Affiche Rouge, donc les FTP MOI, qu'on appelle la main-d'œuvre immigrée qui luttait dans Paris, qui a été fusillée par les Allemands le 21 février. Et donc, comme elle a vu l'affiche et qu'elle les connaissait, pas personnellement, mais elle savait ce qu'ils faisaient, puisque dans la résistance, on les connaissait, elle a décidé de s'engager dans les FTP, donc elle est rentrée dans la résistance armée. Et donc, c'est pour ça qu'elle a été amenée à tuer un soldat allemand le 23 juillet sur le pont de Solferino, de balles dans la tête. C'était les ordres, voilà. Et effectivement, ce basculement de son destin le 23 juillet 1944, lorsqu'elle décide d'abattre ce soldat allemand nazi sur le pont de Solferino, c'est le point de départ du tome 3. Comment est-ce qu'elle en arrive à ce geste? C'est très complexe à raconter aujourd'hui parce que je pense que on peut voir la situation à l'envers, c'est-à-dire voir quelqu'un qui va tuer quelqu'un d'autre qui peut-être était sympa, même s'il avait un uniforme, on ne sait pas trop. Mais donc du coup, nous, tout ce qu'on a tenu à faire, à expliquer dans les 2 premiers tomes d'abord, c'est comment on en arrive là, c'est quelle est la situation, quelle est l'occupation du pays, qu'est-ce qui se passe vraiment. Comment vivent les gens, parce qu'on a oublié que les gens n'avaient rien à manger, rien pour les Français, rien à manger, rien pour se chauffer en hiver. Il faisait froid, c'était triste, Paris était vert de gris, comme elle dit. Donc en fait, c'est tout un enchaînement où l'occupant devient un symbole. Et en fait, elle dit, j'ai pas tué quelqu'un, j'ai tué un symbole. C'est-à-dire, tuer quelqu'un, ça fait pas changer le cours de la guerre, tuer une personne dans Paris. Mais par contre, ça montre aux Parisiens, et c'était pour ça que c'était les ordres, que les Allemands n'étaient pas invincibles un mois avant le début de l'insurrection parisienne, qui deviendra la libération de Paris. C'était très important de montrer aux Parisiens qu'on pouvait se révolter contre les Allemands, qu'ils n'allaient pas forcément gagner tout le temps, et que cette machine qui semblait invincible 4 ans après était faillible. Et c'est aussi une bataille psychologique, et c'est comme ça que s'est soulevé Paris, et aussi grâce à des actes comme cela. Et ça veut dire que 80 ans après, elle assume toujours ce geste, elle le revendique même. Elle est très triste d'avoir tué quelqu'un. Elle dit, on finit toujours par déprimer ou par être triste d'avoir tué quelqu'un et de se demander si ça valait vraiment le coup. Mais dans les circonstances de l'époque, alors il fallait le faire. Donc elle l'a fait. Mais personnellement, ça lui a beaucoup coûté toute sa vie, je pense. Ça lui a beaucoup coûté. Elle l'a payé quasiment dans sa chair, puisqu'elle a été immédiatement arrêtée. S'en suivent ensuite une trentaine de jours d'enfer durant lesquels elle est justement torturée par les nazis, par les policiers français de la brigade spéciale. C'est un récit vraiment très intime, bouleversant quand on lit votre bande dessinée. Quelle est la nature des violences qu'elle subit pendant ces 30 journées très, très éprouvantes? Madeleine dit qu'elle a eu de la chance parce qu'elle n'a pas été vraiment torturée. Oui, elle dit, elle a cette phrase très choquante à un moment dans la BD, moi j'ai pas vraiment été torturée, il me restait mes seins, mes ongles. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, ils lui ont fait ce qu'on appelle la torture en famille. Ça veut dire qu'on la mettait dans un coin d'une pièce et on torturait 24 heures sur 24 des gens devant elle. On l'empêchait de dormir, donc on la réveillait tout le temps. Donc elle a vécu ça pendant plusieurs jours. Ça rend fou, en vérité. Et ça fait qu'après la guerre, après la libération de Paris, pardon, pas après la guerre, puisque la guerre a continué après la libération, elle était en choc post-traumatique grave. Il lui a fallu une longue psychanalyse pour s'en sortir. Et c'est sans doute ce qui l'a amené après à devenir reporter de guerre, parce que quand on a côtoyé la mort d'aussi près, en fait, la vie semble bien insipide si on risque pas de mourir. Et donc, c'est vraiment son destin qui a été marqué par ça.
Un destin marqué par ça. Elle parle, et on le voit dans votre bande dessinée, des menottes trop serrées dont elle va garder la trace toute sa vie. On voit ces moments où effectivement les nazis lui plongent la tête dans l'eau, les décharges électriques. Et puis cette bande dessinée, elle met aussi en scène la façon dont elle résiste pour ne pas livrer ses camarades résistants. Comment est-ce qu'elle a trouvé cette force intérieure de résister, de ne pas dénoncer ses camarades? Il y avait une brochure qui était écrite par le colonel Fabien, qui est un monsieur important du FTP, et qui explique comment tenir face à des policiers. Et donc la première chose à faire, c'est se persuader qu'on ne sait rien. Se le répéter en permanence, je ne sais rien, je ne sais rien, leur dire et en être persuadé. Et finalement, à force de coups, à force d'être omnubilé par ça, on finit par ne plus savoir. Voilà. Et après, il y a vraiment deux choses importantes que dit Madeleine et qui me semblent aussi très importantes à moi. C'est que la première, c'est qu'il faut tenir 3 jours. Les 3 premiers jours de l'interrogatoire, si on réussit à tenir et à pas parler, alors à l'extérieur, tous les gens ils rentrent dans l'ombre, c'est-à-dire que tout le monde rentre dans la clandestinité, le réseau se dissout, les gens ils vont habiter dans d'autres endroits, ils quittent leur domicile légal et donc le réseau disparaît. Donc au bout de 3 jours, les Allemands ou la police française, la BS2, ont beaucoup de mal à retrouver les gens. Et puis l'autre chose, qui est encore plus importante à mon avis, c'est que Madeleine n'en a jamais voulu aux gens qu'on parlait. Parce que justement, s'ils ont réussi à tenir 3 jours, tant mieux. S'ils n'ont pas réussi, tant pis. Mais elle dit, personne ne sait comment il tient devant la torture. Et donc on fait ce qu'on peut. Et on ne peut pas juger. Même les gens qu'on parlait, c'est trop dur. Et elle le sait, puisque ce qu'elle a vu, on parlait justement des seins coupés au rasoir des femmes ou des organes génitaux des hommes de la même manière, briser les membres avec des baramines. Ou cette scène de femme enceinte qui reçoit des coups de pied dans le ventre qu'elle a son bébé. Ça a l'air joyeux comme ça quand on raconte cette BD, mais bon. Non, mais c'est un témoignage nécessaire et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Alors il y a quand même moi quelque chose qui m'a étonnée dans ce récit. Il y a tout un passage où Madeleine Riffaut est persuadée qu'elle va être fusillée et elle s'en félicite. Elle est presque enthousiaste à l'idée d'être fusillée prochainement. Pourquoi? Ouais, quand les soldats allemands disent bon, ok, on croit ton histoire que t'es pas une résistante. Au début, elle a fait croire qu'elle était pas résistante. Après, ça a changé. Et l'Allemand dit mais tu comprends, t'as tué un des nôtres, donc on va être obligé de te tuer. Donc elle se lève et elle dit oh merci monsieur. Donc ça c'est du pur Madeleine Riffaut. Elle est toujours comme ça. Mais c'est encore une fois quelque chose qu'on peut pas trop comprendre aujourd'hui et qui est intéressant justement de développer. D'abord, il y a ce romantisme révolutionnaire. Il y a, comme on disait, Manouchian et ses copains de la Fiche Rouge qui ont été tués. Et elle se voit comme eux, c'est-à-dire qu'elle suit le même chemin, et c'était ses idoles. Et donc mourir pour la liberté de la France, pour le patriotisme, c'est quelque chose de très beau. Et est-ce qu'elle le ressent vraiment, ou est-ce qu'on finit par s'en convaincre? Ça, j'en saurais jamais rien. Mais je vois Boris Vildé, qui était aussi un grand résistant, qui a écrit une lettre avant d'être fusillé, qui ressemble beaucoup à ce que dit Madeleine. Donc il y a vraiment cette acceptation de la mort et se rendre compte que aussi on va mourir et que ça va être la fin des souffrances. Parce que nous, on ne sait pas ce que c'est de prendre des coups de poing dans la tête pendant plusieurs heures, mais ça fait mal. Et donc, à un moment, on se dit, bah, si je suis mort, je ne sentirai plus tout ça. Et donc, tout ce mélange de choses comme ça fait que finalement, mourir, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et mourir pour la France, mourir pour son idéal, de toute façon, ils savaient très bien qu'ils avaient beaucoup de risques de mourir. Puisqu'on le dit à Madeleine dans le tome 2, rentrer dans un réseau FTP, c'est à peu près 3 mois de survie avant d'être attrapé par la police ou par les nazis. Donc ils savent tout de suite en fait qu'ils risquent de mourir. Donc ils ont accepté ça. Et ils sont prêts effectivement à ce sacrifice et on le ressent très bien dans votre bande dessinée. Il y a un autre extrait de témoignage de Madeleine Riffaut qu'on va écouter. Elle nous raconte la journée du 23 août 1944 lorsque elle et ses compagnons ont décidé de saboter un train dans le tunnel des Buttes-Chaumont. Elle part chercher un cheminot à la retraite chez lui et la suite de l'histoire, c'est elle qui nous la raconte. On arrive dans la CM, comme ça, à 2-3 heures d'après-midi, en pleine bagarre partout dans Paris. Et M. Jarreau, lui, il avait un torchon sur son pantalon, et il est en train de faire la vaisselle avec sa bonne femme. Moi, calmement, tranquillement, et je lui explique, et le copain cheminot lui explique aussi, ce qu'on attendait de lui. Il enlève son torchon, il se lave les mains, il dit à sa femme, je serai de retour dans 20 minutes. Ne t'inquiète pas. Et il s'en va tranquillement avec nous. Moi, chemin faisant, je lui dis, écoutez, monsieur, je ne peux pas vous mentir. Vous allez faire une cible idéale. Vous risquez d'être tué.
Faites très très attention. Oh, ne t'en fais pas, ma fille. Je sais m'y prendre. Bon, il laissait glisser en dessous des wagons. Il a détaché les wagons de la locomotive. Il a frôlé les locaux. Il s'est hissé là-dessus. Il l'a mis en marche. C'était son boulot. Il connaissait. Il a... Ouais, ça s'en met plus loin. Il a coupé les gaz. Et il est rentré chez sa femme. Il n'est même pas venu pour qu'on lui dise merci. On ne l'a jamais revu. Voilà, Madeleine Riffaut qui maîtrise l'art de raconter des histoires, ça c'est sûr. Jean-David Morvan, qu'est-ce que vous retiendrez d'elle, vous qui la connaissez si intimement? D'abord, juste en 2 secondes, il se trouve que ce monsieur qu'elle n'a pas retrouvé pendant 80 ans, on l'a retrouvé grâce à sa famille. Il s'appelle Monsieur Calvez. Sa famille nous a contactés il y a 15 jours. Et donc, on connaît maintenant son parcours. Il avait déménagé en Bretagne, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas retrouvé. Et donc, c'était déjà un résistant. Et c'est pour ça qu'il les a aidés aussi facilement. Voilà. Ce que je retiendrai de Madeleine, c'est la force de caractère, quoi. C'est de jamais dire non. Et puis, il y a deux slogans qu'elle dit souvent qui sont très importants pour moi. C'est je ne suis pas une victime, je suis un résistant. Ça veut dire que la manière qu'on a de se voir soi-même face à un événement change la manière qu'on a de réagir quand quelque chose arrive. Si on se prend pour une victime, on ne réagira pas de la même manière que si on se prend pour un résistant. Voilà, ça c'est très important. Et puis une deuxième chose qui est aucune cause n'est jamais perdue sauf si on abandonne, qui est très fort. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'aller jusqu'au bout. On peut aussi rater. Mais en tout cas, il faut aller jusqu'au bout de nos engagements. Et Madeleine, c'est ça sa grande force. C'est qu'à mon avis, à 20 ans comme aujourd'hui, elle était la même. C'est-à-dire qu'elle a suivi les mêmes engagements tout le temps, cette même envie de parler des opprimés, après aussi dans son travail de journaliste, d'aller voir la vérité sur le terrain, de ne pas se laisser embobiner par la propagande. Tout ça, c'est Madeleine Riffaut, c'est un personnage unique. Et elle, qu'est-ce qu'elle souhaite que le monde, et en particulier les jeunes générations, retiennent d'elle? Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé ensemble? On en a parlé 1 ou 2 fois, et des gens lui ont posé la question, et ce qu'elle a répondu, et qui était très beau, elle a dit « Mais moi, quand j'avais 20 ans, je suis rentré dans la résistance, et on a inventé notre résistance. Personne n'était tellement là pour nous de l'apprendre, on était face à une situation, on l'a inventée, on l'a créée. » Et elle dit, aujourd'hui, je fais confiance aux jeunes pour inventer leur propre résistance. Moi, je ne suis pas un vieux mentor, j'ai rien à leur apporter, à part peut-être l'esprit de résistance et leur dire, voilà, vous vivez dans un monde, s'il ne vous satisfait pas, battez-vous, changez-le, faites quelque chose et je vous fais confiance pour vivre dans un monde meilleur. Voilà, c'est pas mal. Et vous, à titre personnel, Jean-David Morvan, est-ce que vous allez poursuivre ce travail mémoriel avec d'autres témoins? Mais déjà, on va continuer. Madeleine Résistante, c'est pas le dernier. Il va y en avoir encore quelques autres, en particulier sur sa vie après la guerre, puisque en fait, le 11 novembre 1944, elle rencontre Paul Éluard. Paul Éluard lui fait rencontrer Aragon, et elle va travailler dans le journal Ce Soir, donc elle commence sa vie de journaliste. Éluard va publier ses poèmes de guerre qui sont magnifiques, et il va lui dire attends, pour illustrer ça, on va demander à mon copain Picasso de faire ton portrait. Donc elle rencontre Picasso. Comme elle rentre chez Ce Soir, elle a un mentor, là pour le coup, journaliste, qui s'appelle André Violis, qui est une des plus grandes journalistes du monde, qui était une des très meilleures amies de Albert Londres, et donc qui lui fait rencontrer Ho Chi Minh. Donc après, elle ira au Vietnam, elle ira en Algérie en tant que... voilà, donc c'est une vie. Donc il y aura toute une vie et on doit s'attendre à un nouveau tome. Merci beaucoup Jean-David Morvan, scénariste, d'avoir répondu à nos questions. Madeleine Riffaut, Résistante, le tome 3, Les Nouilles à la tomate, est donc sorti hier et c'est à retrouver aux éditions Air Libre. Et pour aller encore plus loin, sachez que vous pouvez retrouver sur le site de TV5 Monde notre article consacré aux hommes de la Nueve, ces héros oubliés de la libération de Paris, républicains espagnols. Ils sont les premiers à avoir pénétré dans Paris occupé. C'était en août 1944.